Les actions européennes qui clôturent à des niveaux records. Parfait, puisque en fait la Banque Centrale Européenne a réduit ses taux d'intérêt. Voilà, c'est engagé Christine Lagarde, voilà, qui a baissé les taux, passant de 4% à 3,75. Donc elle a baissé ses taux de 0,25%. Donc cette décision a été prise en réponse à l'affaiblissement des pressions sur les prix et à la diminution des anticipations d'inflation. Bon, voilà. Ces derniers temps, l'inflation descendait en Europe et donc ils avaient annoncé qu'ils baissaient les taux. Par contre, les taux, bizarrement, enfin en tout cas, sont repartis à la hausse dernièrement. Et donc là, Marc Toiti, analyste français, dit que voilà, la Banque Centrale Européenne va perdre en crédibilité avec cette baisse de taux, puisque dans les derniers résultats de l'inflation, des chiffres de l'inflation en Europe, on a vu les taux qui sont repartis à la hausse, mais ça n'a pas empêché Christine Lagarde là de baisser ses taux. Et là, Marc Toiti dit que voilà, en abaissant ses taux directeurs, alors que l'inflation de la zone euro repart à la hausse, puisque l'inflation là, vous voyez, c'est la courbe bleue ici, c'est à stagner, mais on voit que c'est passé là ils disent de 2,2 à 2,4 ou à 2,6 là. C'est remonté un peu. Donc, vous voyez que là, c'est en bleu. Alors que là, on voit que la courbe en rouge, là, depuis 3 ans, on a pris quand même plus 20% de hausse des prix, quand même, en seulement 3 ans. Donc, c'est phénoménal. Et on voit que c'est en phase montante. Donc, c'est pas sûr du tout que l'inflation soit vaincue. Et pourtant, Christine Lagarde a pris la décision aujourd'hui de baisser ses taux. Donc c'est une bonne nouvelle pour les marchés. On a vu les marchés européens qui ont explosé. Ça favorise la croissance. Voilà, quand on baisse les taux, c'est mieux pour les actions en bourse, tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle baisse ça au moment où l'inflation repart à la hausse. Donc de lâcher du lest, ça peut accélérer une nouvelle fois l'inflation. Donc c'est très dangereux ce qu'elle fait. Mais bon, en tout cas, bon, elle a pris cette décision. On va voir la suite, hein. C'est risqué puisque l'inflation pourrait repartir. Surtout qu'en Europe, le conflit en Ukraine et tout ça, voilà, les prix du pétrole, tout ça, ça peut exploser. Donc bon, c'est sa décision. On va voir si elle est compétente ou incompétente. La suite nous le dira. En tout cas, dans ses déclarations, ça rassure pas puisqu'elle a dit pas de certitude sur les étapes suivantes. Donc elle a baissé ses taux. Elle a dit qu'elle va improviser. C'est-à-dire que, bon, elle baisse alors que l'inflation repart. Elle baisse ses taux, elle commence à assouplir. Bon, elle va voir la suite. Si ça se trouve, elle va les réaugmenter. Donc, et là, ça pourrait faire très mal au marché, surtout au marché européen. Bon, moi, j'ai pas très confiance en elle ni en ses décisions. On verra. En tout cas, bon, moi, j'investis pas sur les actions européennes, mais il faut le noter, puisque ça peut impacter quand même, voilà, même aux États-Unis, tout ça. Si c'est mal géré et que ça finit par faire imploser les actions en Europe, ça peut impacter quand même le reste de l'économie mondiale. On va suivre ça de près en tout cas. Maintenant, dans le reste de l'actualité, on a eu les commémorations là, des 80 ans du débarquement, avec Emmanuel Macron qui est arrivé 20 minutes en retard. Donc voilà, un manque de respect qui a choqué, enfin un manquement qui a choqué les Anglais, puisque les Anglais ont assisté à ça, hein, ça les concerne aussi. Et le chef de l'État français qui est arrivé 20 minutes en retard à ces commémorations. Mais c'est surtout Joe Biden qui a été invité et qui a interpellé, hein. Joe Biden, lui, voilà, qui est sorti de l'avion, arrivé en France et qui a croisé Gabriel Attal et qui a confondu Gabriel Attal avec le président Chirac, Jacques Chirac, parce qu'il a dit, il a glissé à Gabriel Attal, merci président Chirac, en parlant de Gabriel Attal. Donc ça a commencé dès son atterrissage en France. Il a commencé, on va dire, les gafferies, les gaffes. Et donc, voilà. Ensuite, il s'est endormi pendant la commémoration. Donc voilà, hein. C'est un manque de respect total, hein. Totalement irrespectueux. Donc cet homme est une honte. Après, cet homme, enfin, c'est pas trop sa faute, il est sénile. C'est plutôt les gens qui l'ont mis en place. C'est plutôt une honte aux États-Unis, voilà, d'envoyer une personne comme ça s'endormir en pleine commémoration. Voilà, voyez, hein, il est arrivé là en sortie de sa voiture. Il sait même pas où il est, on a l'impression. Voilà, il regarde, il sait pas ce qu'il fait. Et voilà. Et il regarde en l'air comme ça, il sait même pas ce qu'il fait. Cet homme, quand même,
Il faut rappeler hein, que Joe Biden est chef des armées américaines. Cet homme dispose des codes de lancement de 1700 armes nucléaires. Faut, voilà, juste pour préciser, quand même, s'il voudrait, il pourrait décider, voilà, il a le plein pouvoir hein, de décider d'utiliser ses armes nucléaires, de faire des annonces. Attention, hein, en tout cas, à tout ça, c'est très dangereux de mettre un homme comme ça, voilà, à la tête. Là, ici, on le voit, ici, encore sur la scène, Biden qui essaie de s'asseoir sur une chaise alors qu'il n'y a pas de chaise. Et on a sa femme là, regardez, qui met la main devant sa bouche et qui lui dit qu'il n'y a pas de chaise, qui essaie de lui glisser voilà, en cachette avec la main devant sa bouche qu'il n'y a pas de siège parce qu'elle voit tout, hein, elle est au courant de ses dingueries, on va dire. Et voilà, elle peut rien faire, hein, puisque voilà, l'oligarchie a décidé que ce serait Joe Biden, parce qu'ils peuvent le contrôler. Voilà, c'est une marionnette, comme il est. Voilà, lui, il lit des prompts. Voilà, il est totalement sous contrôle. Donc voilà. En tout cas, c'est assez surprenant. Ici aussi encore, vous avez Joe Biden ici. Regardez, qui va saluer un vétéran de la guerre et qui va lui mettre voilà, le poing devant son visage. Voilà, il a salué un vétéran avec un coup de poing au visage, Joe Biden. Donc voilà, il a enchaîné les gaffes. Voilà, parce que c'est une personne sénile. Et voilà, c'est quand même assez impressionnant tout ça. Donc voilà, en dehors de ça, on a bien sûr eu Zelensky et Trudeau, deux gars de la bande à Macron qui ont été invités aux commémorations. Et malheureusement, voilà, ils ont salué un vétéran, vous voyez ici. Et malheureusement, ce pauvre vétéran qui a combattu les nazis hein, ne réalise même pas qu'il fait une accolade à celui qui vénère justement le nazi Bandera. Celui-là même qui a exterminé des centaines de milliers de juifs. Donc bon, en tout cas, voilà, Zelensky c'est plutôt le côté nazi. Hein. Lui et Trudeau, faut se souvenir qu'il n'y a pas longtemps, ils avaient célébré un nazi avant de s'excuser, tout ça. C'était au Parlement canadien, tout ça. Donc bon, en tout cas, c'est une honte totale tout ce qui se passe là. Mais bon, on va, voilà, à chacun d'en juger. On va passer tout ça. Et là, on a Robert Fico, là, donc un des ministres, le ministre de la Slovaquie, premier ministre, donc l'équivalent du président, là, voilà, le dirigeant slovaque qui a été victime d'une tentative d'attentat, enfin d'assassinat. Il a subi des balles, il a été tiré dessus il y a à peu près 2-3 semaines. Et là, finalement, il s'en est sorti. Et lui, il accuse un peu les médias, et surtout George Soros. Et voilà, tout l'oligarchie qu'il y a derrière et qui finance ces personnes-là qui ont tenté de l'assassiner. Et lui, il accuse pas trop la personne qui a tiré sur lui. Voilà, il va même pas porter plainte contre cette personne. Voilà, il laisse à cette personne le soin de réfléchir par lui-même de ses actes. Mais lui, il vise plutôt bah, ceux qui ont commandité cette attaque. Et il vise bah, l'oligarchie, George Soros, tout ça. Donc voilà. Donc sinon, côté Israël, Gaza, on voit qu'il y a des dons incroyables hein, faits pour la Palestine qui dépassent le million. Hein. Ici, on a une streameuse là qui fait partie du groupe Streamer for Palestine, for Palestinian, qui a récolté, hein, qui a dépassé le million, en tout cas de dons. Voilà, ça afflue du monde entier. Bon, en attendant, Benjamin Netanyahu qui continue hein, son attaque. Et ici, on a Le Pen hein, qui défend enfin qui dit que tous ceux qui défendent les Palestiniens en France soutiennent le Hamas. Enfin voilà, elle dit que ceux voilà, qui défendent les Palestiniens sont en même temps dans le camp du Hamas, donc cette organisation, entre guillemets, on va dire limite terroriste, qui sont dans le camp des Palestiniens, tout ça. Donc à chacun d'en juger. Je suis pas sûr, perso, qui a enfin, en tout cas, voilà, il peut y en avoir quelques-uns, mais je pense pas que c'est la totalité qui soutiennent, en tout cas. Et encore, quand je dis qu'il peut y en avoir quelques-uns, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens qui, voilà, qui soutiennent, qui veulent simplement la paix, qui soutiennent les Palestiniens, qui veulent, voilà, qui soutiennent aussi l'organisation du Hamas, tout ça. Mais bon, on verra ça. Dans le reste des actualités, en tout cas international, on a le Premier ministre indien Modi qui s'apprête à prêter serment pour la 3e fois. Et il a même des alliés qui vont le soutenir, tout ça. Donc Modi, qui a perdu quand même les pleins pouvoirs, ça s'est pas très bien passé pour les élections, mais il va prêter serment pour la 13e fois. Il va être élu pour la 3e fois. Donc ça continue pour l'Inde.
Et l'Inde qui va connaître une forte croissance et qui risque de même supplanter la Chine et de devenir peut-être la première puissance mondiale. On verra en tout cas. Mais en tout cas, l'Inde qui continue sur la même voie hein, en faisant élire pour la troisième fois Modi. Donc on verra ça. Maintenant, on va voilà, revenir, parce qu'on a commencé par l'Europe, tout ça. Là, on va revenir bien sûr sur les États-Unis pour parler de la finance, parce que bien sûr, hein, c'est les États-Unis qui drivent la finance. Ici, on a le SP500, l'un des trois indices, enfin, en tout cas, les indices américains qui clôturent sans grand changement aujourd'hui. Même si moi, j'ai vu mes actions chuter aujourd'hui, Nvidia, tout ça la volatilité. En tout cas, les traders ou les investisseurs se préparent pour le rapport sur les salaires de mai, du mois de mai. Donc là, on va voir les rapports qui sont sortis sur les salaires du mois dernier pour voir comment ça évolue. Enfin, les investisseurs et les traders scrutent toutes les données américaines pour tenter d'avoir des indices sur ce que va faire la Fed, la Banque Centrale Américaine, tout ça. Donc voilà, les actions aujourd'hui ont pas trop, il n'y a pas eu de gros mouvements. Voilà, donc ça se tasse. En tout cas, nous et les investisseurs, ce qu'ils attendent, c'est que la Fed, justement, baisse ses taux, exactement comme l'a fait l'Europe et le Canada. Le Canada a été le premier hier ou avant-hier à baisser ses taux de 25 points de base. Là, aujourd'hui, on a eu l'Europe, c'est le titre de cette vidéo. Et là, on attend le tour de Jérôme Powell autour de la Fed de faire ça. Et là, ça va alimenter tous les marchés, principalement les marchés américains, qui sont les plus performants, à la hausse. On attend ça. Et bien sûr, le retour ici de la planche à billets que enclencherait Jérôme Powell dans la foulée pour soutenir hein, l'économie. Donc, c'est ce que les investisseurs attendent. On est impatient de voir ça. En tout cas, le retour de cette planche à billets, et de toute façon, c'est pas, voilà, on attend ça, mais la Fed soutient déjà les marchés, hein, a déjà entamé hein, cette planche à billets pour les banques, voilà, pour empêcher des faillites. Et en tout cas, regardez, là, il y a BFM vient de sortir hein, cet article, ça date d'hier, mercredi, pour dire qu'il n'y a jamais eu autant de riches dans le monde, et leur fortune n'a jamais été aussi élevée. Et bien ça, c'est les conséquences justement de la planche à billets, de l'argent magique qui est créé par les banques centrales, qui est fléché directement sur les marchés financiers. Et en fait, les riches n'ont jamais été aussi riches puisque les riches, eux, investissent. Vous voyez? Et eux, les riches, eux, ils achètent des actifs. Pendant que nous, ou quand je dis nous, mais en tout cas le camp, ou en tout cas les pauvres, ou les gens qui sont dans le salariat, ou les choses comme ça, les gens moyens de la classe moyenne, eux achètent des passifs et voilà, des choses qui leur font perdre de l'argent. C'est là toute la différence. Vous voyez? Donc on va revenir sur Robert Kiyosaki après, qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, qui nous apprend ça, la différence entre les riches et les pauvres. Mais en tout cas, voilà, les riches n'ont jamais été aussi riches et ça continue de croître. Vous voyez? Et voilà, là par exemple, un exemple d'un gars qui peut devenir bientôt milliardaire, qui est en ce moment millionnaire, mais qui peut devenir milliardaire, c'est Roaring Kitty là, qui fait par ses tweets et ses vidéos, qui prend le contre-pied là des fonds qui veulent faire, qui conseillent d'acheter ou de vendre. Et ici, lui, il a une mission, c'est de contrecarrer le plan des fonds d'investissement qui annoncent que, par exemple, GameStop, l'action voilà, de jeux vidéo, là, avec ses magasins qui est devenu démodé, bah, les analystes annonce que la GameStop va s'effondrer. Et bah lui, il prend le contre-pied. Et en fait, il fait pumper l'action GameStop. Et en fait, lui, bah, comme il se place avant ses tweets, il engrange des millions en fait de bénéfices. Et là, il suffit que l'action GameStop, là, je sais plus elle a combien l'action GameStop, atteint là, les 70 $. Et lui, Roaring Kitty va devenir milliardaire. Donc sous peu, hein. Lui, il est pas très loin là de devenir milliardaire. Mais en même temps, bah, il fait exploser les marchés. Voilà. Et il apporte à tous ceux qui spéculent, il fait devenir plein de gens millionnaires, ou plein de gens, voilà, il fait gagner plein d'argent aux petits spéculateurs. Donc comme il apporte de la valeur en même temps, et comme il se place avant, bon bah lui, il est sur le point. Mais lui, il fait partie de cette bande qui ont compris qu'il faut acheter des actifs, surtout en bourse, tout ça. Pour que, là, voilà, avec les intérêts composés sur le temps, bah, ça s'apprécie. Donc, voilà, hein.
Regardez, même en France, hein. Donc lui, Roaring Kitty, déjà, lui, il a, bah, c'est cette dernière annonce là qui a fait grimper l'action GameStop là, encore de 10%. Lui, Roaring Kitty, il a programmé une vidéo YouTube là pour le 7 juin. Il va faire des annonces le 7 juin là, donc demain. Et je pense que à l'heure où vous verrez la vidéo demain, parce que là il est 23 h à l'heure où j'enregistre, demain ça sera pour vous aujourd'hui. Il va faire une annonce sur YouTube et voilà, hein, ça va pousser encore l'action GameStop. Donc voilà, hein, et c'est comme ça que lui il fait ses fortunes. Il engrange plusieurs millions parce que lui il se place avant de faire ces annonces là. Et donc regardez, pour en revenir par rapport aux millionnaires, ou aux riches qui deviennent de plus en plus riches. En France, il y a 827 000 millionnaires. 827 000 millionnaires, vous voyez. Donc c'est énorme. Presque 1 million de millionnaires bientôt. Vous voyez. Donc, et leur nombre a augmenté plus vite que partout ailleurs en Europe. Surtout en France. Hein. Donc les millionnaires en France croissent plus vite que partout dans le reste de l'Europe. Donc, et ça croît, hein. Donc c'est en constante augmentation. Donc là, on a l'impression, là, et oui, la France est en déclin, des choses comme ça. Mais les riches, eux, ont une méthode différente que les pauvres de faire croître leur fortune. Ils achètent des actions, ils achètent aussi des cryptos, de l'immobilier. Voilà, ils achètent des actifs qui prennent de la valeur. Donc ça peut être des montres de luxe, mais en tout cas, il faut accumuler. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, il y a ça, hein, mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que par l'investissement hein, qu'on a des millionnaires en France, c'est aussi l'entrepreneuriat. Hein. Je parle de l'investissement parce que l'investissement, c'est la voie pour faire croître son patrimoine, mais beaucoup sont millionnaires par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en lançant un business ou voilà, physique, voilà, une entreprise ou des choses comme ça. Et ils sont devenus millionnaires à travers leur entreprise qui a fait beaucoup de ventes et beaucoup de chiffre d'affaires. Vous voyez? Donc, voilà, il y a beaucoup de moyens d'être millionnaire, mais soit on prend son courage à deux mains et on entreprend, et c'est très dur et tout ça, on le sait, ou soit par l'investissement en accumulant des actifs, de l'immobilier, des cryptos, des actions, tout ça. Donc vous avez le chemin. C'est un chemin risqué, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être pris. Vous voyez? Et donc justement, ici, vous avez, voilà, en fait, voilà, le risque, vous pouvez le changer en riche, en fait. Mais il va falloir prendre des risques. Et en investissant, ou voilà, en investissant, ou en entreprenant. C'est comme ça que ça passe, que ça se passe. Donc voilà par rapport à ça. Donc, dans le reste des actualités américaines, Salesforce hein, va ouvrir un nouveau centre d'IA à Londres. Donc voilà, les Américains déferlent sur l'Europe et voilà, investissent sur l'IA. On a Amazon et Microsoft qui ont avalé Mistral IA, tout ça. Donc voilà, les Américains sont aux commandes de l'économie et c'est eux qui ont pris la main pour l'intelligence artificielle, suivi de près par la Chine, mais voilà. Vous avez, regardé Nvidia qui dépasse Apple en termes de capitalisation boursière et devient la deuxième entreprise publique américaine la plus valorisée. Donc voilà, Nvidia qui a dépassé Apple. Bon, Nvidia a chuté aujourd'hui, peut-être que c'est repassé en dessous, mais globalement, Nvidia a dépassé brièvement les 3000 milliards de capitalisation. C'est plus qu'Apple. Après, Apple là va faire une annonce là dans 4 jours. La WWC là, je sais plus, une annonce liée à l'intelligence artificielle pour ses produits. Hein. Donc Apple va peut-être surperformer ou bondir là dans quelques jours, le 10 juin là. Mais en attendant, Nvidia progresse très vite et Nvidia pourrait devenir bientôt, rapidement, hein, dépasser Microsoft et devenir l'entreprise la plus précieuse du monde et la plus capitalisée au monde. Donc voilà. Hein. On a même des... voilà, ici, Nancy Pelosi, hein, une membre du Congrès américain, donc une politique, une personne liée à la politique américaine qui... voilà, qui fait partie des personnes les plus riches, hein, mais elle aussi, ça vous montre un autre exemple d'une personne qui est riche et qui a compris qu'il fallait investir dans des actifs. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Et elle s'est fait beaucoup d'argent sur Nvidia. Elle a accumulé plusieurs millions sur Nvidia. Et là, elle s'en met plein les poches avec la performance là, de Nvidia, tout ça.
Donc voilà, hein. Et regardez ici, c'est symbolique quand même, hein. Microsoft, Nvidia et Apple pèsent à eux trois désormais aussi lourd que le marché chinois. Donc quand même la Chine qui est la deuxième économie mondiale. Et là, bah là, vous avez juste seulement trois entreprises américaines pèsent autant que toute l'économie chinoise, que de la deuxième puissance mondiale. C'est quand même assez impressionnant ce que les États-Unis sont capables de faire rien qu'avec leurs entreprises, comment leurs entreprises pèsent. Vous voyez? Donc voilà, là, seulement trois entreprises combinées ont la même puissance que la Chine. C'est assez bluffant. Donc voilà, ça, la Chine c'est en rouge et là, ici vous voyez, hein, ça c'est en noir pour les entreprises américaines. Donc assez impressionnant. En tout cas, c'est pas parti pour s'arrêter. Quand on regarde, hein, ici, regardez les actions du Nasdaq. Voici combien les plus grandes actions du Nasdaq dépensent en recherche et développement. Donc regardez comment, et là on a Amazon en tête et Google et Meta, mais regardez par exemple Amazon, il dépense 85 milliards dans la recherche et le développement. Google 45 milliards, Meta 39 milliards, Apple 30 milliards et Microsoft 28 milliards. Donc vous voyez là les GAFA, ou en tout cas les 7 magnifiques là avec Nvidia, regardez, qui dépensent énormément en recherche et développement. Donc ils dépensent énormément dans la recherche pour l'innovation et pour le futur. Ça vous montre que les Américains ont encore un coup d'avance même dans le futur. C'est pas parti pour que les États-Unis perdent de leur crédibilité, en tout cas, ou soit sur le déclin. Ils innovent et ils vont créer énormément de richesses. Contrairement à la France qui est en déclin. Mais la France, voilà, il n'y a plus tellement de choses, voilà. Après, attention, bon, juste pour Nvidia, Nvidia est en train de reproduire le schéma de Cisco. Donc Cisco avait explosé en bourse ici à droite, là, ici, et était en pleine hype avant de complètement retomber. Donc là, Nvidia poursuit, enfin, et sur le même schéma graphique. Attention à la chute de l'enfer, mais Nvidia, il y a plus d'espoir, puisque quand on regarde les prochaines puces, là, la prochaine plateforme, la Blackwell, là, Nvidia a explosé avec la plateforme Hopper. Donc là, on va dire la gamme Hopper, qui avec les GPU H100. Mais là, Nvidia a déjà sorti la gamme Blackwell. C'est la future qui promet, hein, et qui va être encore plus chère et qui promet d'être un succès. Et Nvidia vient même d'annoncer la gamme pour 2026, la gamme Rubin. Donc la plateforme Rubin avec les prochains GPU de la gamme Rubin. Donc au-delà. Donc quand on voit les perspectives et quand on regarde autour, il n'y a aucun concurrent qui fait aussi bien. Ils sont largués, AMD, tout ça, ils sont complètement largués. Donc ça, et là, l'intelligence artificielle, voilà, tous les acteurs qui veulent développer la robotique et tout ça, et l'IA, les langages conversationnels, tous, ils veulent aller pousser ça encore plus loin. Et là, il n'y a que Nvidia qui peut leur proposer des bons GPU, tout ça. Donc quand on regarde l'avenir, il n'y a pas de quoi voir Nvidia s'effondrer comme Cisco. Donc voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en tout cas à l'horizon. En tout cas, même Bank of America dit que la croissance soutenue prévue dans les secteurs des semi-conducteurs, voilà, voilà, en fait, Bank of America dit que la croissance va continuer à arriver dans le secteur des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. Donc, typiquement des entreprises comme Nvidia, ARM, voilà, ou Intel, ou des choses comme ça. C'est là où la croissance va être. Vous voyez? Donc ça, voilà. Et regardez même ASML. Hein. ASML, qui est l'entreprise néerlandaise, qui est liée aux semi-conducteurs, aux fabrications, hein, de semi-conducteurs pour l'IA, pour tout ça, bah, dépasse la Nvidia, LVMH, donc l'entreprise de luxe. Hein. Vous savez, hein, LVMH, Bernard Arnault, bah, voilà, hein, l'entreprise de semi-conducteurs passe devant le luxe. Les semi-conducteurs passent devant le luxe. Ce qui veut dire que bah, le luxe d'aujourd'hui, c'est les semi-conducteurs. Pour l'IA, pour voilà. Et voilà, ASML devient la deuxième entreprise la plus capitalisée d'Europe, derrière Novo Nordisk. Donc Novo Nordisk, c'est une entreprise qui vous vend des médicaments contre l'obésité. Donc ça, c'est en train d'exploser. Tout le monde, les gens, au lieu d'aller faire du sport, préfèrent se goinfrer de médicaments pour voilà, mincir, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est en train d'exploser. C'est la grosse mode là. Et Novo Nordisk est c'est le médicament Ozempic que Novo Nordisk vend et qui fait fureur. Et là, Novo Nordisk sont numéro 1 en Europe.
C'est l'entreprise la plus capitalisée. Mais maintenant, vous avez ASML lié aux semi-conducteurs. Et là, LVMH est en train de tomber là, de chuter. Le luxe, bon, le luxe, ça sera toujours là, hein, parce que la distinction des gens, voilà, la classe sociale, les gens veulent montrer qu'ils sont plus riches, qu'ils sont devant, qu'ils ont une vie de qualité. Donc ça, le m'as-tu vu sera toujours là. Et donc, surtout les Chinois, ils sont friands de ça, de montrer leur différence. Mais même, le luxe, voilà, surtout à la française, les gens aiment ça. La qualité, le luxe, la brillance, tout ça. Donc ça marchera toujours. Mais aujourd'hui, ça s'estompe un peu. C'est plutôt à plat. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Et regardez, même Broadcom. Hein. Donc, et même pour la suite, parce qu'on se demanderait qui pourrait surtout couler Nvidia. Et pourquoi Nvidia pourrait rechuter. Là, Broadcom peut-être prend le chemin. Broadcom décroche le contrat pour la puce d'intelligence artificielle de prochaine génération de Google. Parce que Google, là, ils sont penchés sur ce qu'on appelle le TPU. Donc là, c'est pas le GPU là qu'NVIDIA vend, c'est le TPU. Donc une sorte de ce qu'ils appellent le Tensor Processing Unit, qui est une technologie qui semblerait être plus comment dire, innovatrice ou plus révolutionnaire ou de meilleure qualité avec, en étant plus efficiente et plus rapide que les GPU. Donc le Tensor Processing Unit, là, les TPU, seraient peut-être une évolution des GPU. Et ça, on a Broadcom qui se penche pour fabriquer ça pour Google. Et donc, ça pourrait être la prochaine norme. Et ça vaincrait même les GPU d'NVIDIA, mais même peut-être les CPU d'ARM. Donc, voilà. Moi, j'observe tout ça, je fais de la lecture, j'essaie de me renseigner pour savoir comment je vais orienter mes investissements. Mais c'est à savoir. Donc, Broadcom pourrait être un candidat. Bien sûr, Broadcom est déjà sur ma liste de watchlist d'observation. Et voilà. Mais après, voilà, c'est pas... Il dit c'est d'ici 2026. Donc, c'est en attendant, Nvidia a un boulevard. ARM aussi arrive avec ces CPU là. Donc, faut voir. En tout cas, voilà, il faut faire de la lecture, il faut se renseigner pour savoir comment orienter ses investissements, tout ça. Donc, voilà par rapport à tout ça. On passe aux crypto. Après déjà 27 minutes de vidéo. On va essayer de faire voilà, dans les 30-40 minutes. Comme d'hab, très long, je sais. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc les cryptos qui sont plutôt dans le rouge aujourd'hui, puisque les cryptos ont rebaissé un peu, passant de 71 000 et quelques à 70 000. Bon, en tout cas, le Bitcoin maintenant qui consolide et qui se maintient maintenant à plus de 70K, c'est la bonne nouvelle. On a eu des entrées encore, même un peu moins fort que la journée d'hier. C'est pour ça que peut-être que le prix est un peu redescendu. Mais on a encore une journée marquée par une bougie. Pas aussi impressionnante que la bougie d'hier, mais quand même. Et là, en 2 jours, quand même, on a 1 milliard 370 millions de bitcoin, de dollars, de bitcoin qui ont été achetés auprès des ETF US là, dans ces 2 derniers jours seulement. Donc quand même plus d'1 milliard d'entrées, ça montre un regain d'intérêt. Peut-être est-ce que ça va se poursuivre? Peut-être que ça va retomber rapidement. Mais voilà, on a eu un petit regain. Voilà. En tout cas, il semblerait qu'on ait déjà fait la plus grosse bougie. Parce qu'en général, quand on fait une grosse bougie, après, on est en déclin et ça retombe complètement. Donc, il semblerait qu'on va repartir en déclin là et que ça va reflopper et que ça va se calmer encore pour les ETF Bitcoin. Bon, on verra ça. Maintenant, dans les prévisions de prix, on a Standard Chartered qui s'attend à ce que le Bitcoin atteigne le prix de 100 000 $ avant les élections américaines. Donc avant novembre 2024 là, et surtout Geoffrey là, Kendrick, un analyste là de Standard Chartered, signale qu'une victoire de Trump, qui est très probable, je le rappelle, Trump a une longueur d'avance, une victoire de Trump pourrait même conduire le BTC à près de 150 000 $. Donc après les élections, on pourrait voir le Bitcoin rapidement grimper à plus de 100 000 et voire 150 000 $. Ce qui est, là pour le coup, je suis à peu près d'accord avec ça. Parce que Trump est plutôt pro-crypto alors que la banda Biden, on les connaît, là, Gary Gensler, Janet Yellen, tout ça, ils sont un peu anti-crypto. Donc un basculement chez Trump et le camp Trump pourrait accélérer et voir, voilà, avoir une hype sur la crypto puisque le camp Trump est beaucoup plus crypto. Et même Trump a annoncé qu'il allait pas créer les CBDC, tout ça. Il était plus en faveur des cryptos. Donc en tout cas,
Ça promet. On a là, donc ils annoncent plus de 100 000 d'ici fin 2024. Robert Kiyosaki va encore plus loin. Donc voilà l'auteur de Père riche, Père pauvre, ce livre justement qui vous apprend. Ça c'est le meilleur livre pour changer de mentalité. Et comment pour avoir une mentalité de devenir riche plutôt que rester dans la pauvreté. Ça, c'est le best-seller absolu, hein. Rich Dad, Poor Dad, ou Père riche, Père pauvre en français. C'est le livre qui vous fait tilter la différence entre les riches et les pauvres. Simplement, le pauvre va acheter des passifs. Une maison qui va perdre de la valeur, une voiture qui va perdre de la valeur, des choses du quotidien. Tout ça, ça perd de la valeur. Simplement, lui, il vous apprend que les riches, eux, achètent au contraire sur le temps des actifs, des choses qui prennent de la valeur, des actions en bourse, de l'immobilier locatif, des montres de luxe ou je sais pas, n'importe quoi, mais des choses qui prennent de la valeur. Et sur le temps, en fait, on s'enrichit. C'est pas comme ça, en un mois, on s'enrichit. C'est sur le temps, avec l'effet cumulé, à force d'accumuler des choses qui prennent de la valeur, on devient riche. Alors que les pauvres accumulent sur la longueur et ils continuent d'acheter des choses qui perdent de la valeur. Des jeux vidéo, n'importe quoi, des choses du quotidien qui vont sur le temps, des vêtements, tout ça. Sur le temps, ils vont se devenir de plus en plus pauvres, puisqu'il y a une inflation en plus cachée qui fait que les prix augmentent sans qu'on s'en aperçoive. Et en fait, on est toujours plus en difficulté. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut apprendre. Mais Robert Kiyosaki, là, qui est dans ses prédictions, bon, lui, il prédit qu'il y aura un crash financier depuis longtemps. Dans les faits, il a raison. Mais le problème, c'est qu'il ne prend pas en compte le fait que maintenant, les banques centrales soutiennent l'économie et impriment dès que ça se passe mal. Impriment de l'argent magique, là, pour soutenir l'économie. Donc, dans les faits, il a raison. Si les banquiers centraux n'intervenaient pas, en fait, il aurait raison. Mais le problème, c'est que tous les analystes, même les analystes français, là, Olivier Delamarche, Marc Toiti, tous, Charles Gave, ils annoncent tous un crack, une implosion de l'euro et une hécatombe, un crash de l'économie. En vrai, ils ont tous raison, hein, tous. Mais le problème, c'est que maintenant, les banques centrales anticipent cela et impriment de l'argent magique, de l'argent frais, quitte à augmenter la dette, mais ils soutiennent les marchés. Donc en fait, toutes ces histoires-là de crash économique, crack boursier, tout ça, on peut avoir des grosses corrections, mais de crise comme Lehman Brothers en 2008 ou d'énormes crash, ça c'est fini parce qu'ils soutiennent ça, ils anticipent et rapidement ils impriment de l'argent et ils soutiennent l'économie. Donc voilà, mais en dehors de ça, Robert Kiyosaki annonce une autre prédiction encore en dehors des crashs, c'est que le prix du Bitcoin va atteindre 350 000 $ d'ici la fin août 2024. Donc là en août, là, d'ici 2-3 mois, là, d'ici cet été, 350 000 $. Bon, je pense qu'il a un an d'avance sur ses prédictions. 350 000, ça me paraît élevé, mais ça pourrait être d'ici août, mais pas 2024, mais plutôt 2025. D'ici fin 2025, là, peut-être. Et encore, j'y crois, je suis pas très sûr. 350 000, ça me paraît élevé pour ce cycle. Mais là, 350 000 d'ici 2-3 mois, faudrait déjà qu'on passe les 100 000. Et je suis même pas sûr qu'en août 2024, on passe les 100 000. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est très écouté, très respecté. Il a fait cette annonce, je la couvre. Mais bon, en tout cas, voilà. On a d'autres actualités liées aux ETF. Là. On a Franklin Templeton, qui est l'un des émetteurs là, du Bitcoin, qui veut aussi proposer de l'Ethereum ETF Spot. Et eux, ils annoncent, ils sont déjà tournés vers la suite. Franklin Templeton explore déjà la possibilité de lancer de nouveaux fonds dédiés à l'investissement dans les altcoins. Donc directement peut-être des ETF liés aux autres altcoins que Ethereum, c'est-à-dire au-delà d'Ethereum et de Bitcoin, des cryptos qui, un panier de cryptos, d'altcoins, voilà. Franklin Templeton est déjà tourné vers ça. Donc on aurait peut-être du Solana, même du Cardano, Chainlink, Ripple, voilà, un panier d'autres altcoins, Polygon, Dogecoin peut-être, voilà. Franklin Templeton annonce déjà cela. Ça pourrait arriver très vite, hein, dans la foulée d'Ethereum, quand le formulaire S1 va être approuvé d'ici la fin juin. Dans la foulée, on pourra avoir ces spéculations-là. Peut-être soit direct un autre ETF Solana ou Ripple ou Chainlink, ou soit directement un panier d'altcoin, d'ETF d'altcoin en fait, directement. Donc on verra ça, c'est très intéressant, hein. Ça laisse rêveur en tout cas. Et ça là, des annonces comme ça peut faire exploser les altcoins et on pourrait enfin avoir l'alt season qu'on attend tous là.
Donc voilà, dans le reste des actualités crypto, ça va aller très vite. C'est simplement lié aux exchanges là. Ou aux courtiers. Là, on commence par Coinbase. Je crois que je l'avais déjà passé cette actualité, mais Coinbase qui va lancer un portefeuille bien plus smart et bien plus moderne, bien plus simplifié. Donc, ils lancent un nouveau smart wallet. Coinbase n'est pas... Voilà, ils sentent, hein, ils ont le flair. Ils voient hein, que Phantom, là, un autre wallet, là, un autre portefeuille, est en train d'être extrêmement téléchargé aux États-Unis sur l'Apple Store et Google Play. Là, c'est numéro 1 au Royaume-Uni, numéro 1 au Nigeria. Enfin, aux États-Unis, c'est devant d'autres applications très célèbres. Donc, Coinbase sait que l'adoption massive viendra par ça là, soit par les banques, les néobanques qui vont transformer un peu l'expérience crypto, ou soit comme des blocs par exemple, ou soit par les portefeuilles wallet qui vont tellement simplifier voilà, l'achat et l'expérience des services crypto ou voilà, d'achat ou de revente de crypto. Donc voilà, on sait que la porte d'entrée vers le Web 3, c'est peut-être par là que va devenir l'adoption du Web 3, de la blockchain. Donc Coinbase anticipe cela et il simplifie tout cela. Donc pas mal pour Coinbase, c'est une bonne initiative. Ici, on a Binance qui se porte de mieux en mieux. Binance qui, voilà, hein, Changpeng Zhao qui est actuellement en prison, très discret, qui purge ses 4 mois de prison. Voilà. Mais en tout cas, Binance qui revient et qui réactive tous ces produits qu'ils avaient laissé un peu tomber. Et là, Binance qui relance les paiements par Mastercard. Et ils lancent leur nouvelle, ils relancent leur carte Visa. Leur carte crypto Visa. Donc voilà, offrant la possibilité aux utilisateurs voilà, de dépenser des crypto-monnaies plus facilement. Moi, cette carte Binance, je l'avais fut un temps. Elle était très pratique. Hein. Je pouvais échanger mes cryptos, mes euros en crypto très rapidement. Et payer rapidement, ou enfin plutôt mes cryptos en euros. Et ça m'avait bien sauvé à certaines périodes. Aujourd'hui, on a des blocs qui va encore plus, pour moi, encore plus simplifier ça. Je vais vous mettre des blocs là, des blocs. Donc voilà, je pense que voilà, cette appli là, des blocs, va même simplifier et va aller encore plus loin que Binance. Vous avez les cartes, hein, et c'est même des cartes NFT, tout ça. Je sais pas si on voit les cartes ici. Mais bon, vous allez avoir une carte bancaire qui va être liée, on va dire, à ce compte courant. Mais vous allez aussi avoir un compte crypto non custodial qui vous appartient vraiment, contrairement à Binance et à Coinbase. Et là, avec des frais moindres. Hein. Et en plus, voilà, une carte bancaire et vous allez pouvoir troquer vos cryptos en euros et rapidement pouvoir payer tout ça. Et je pense que Desblocs va aller plus loin que Binance. Donc moi, je parie plutôt sur Desblocs. Je vais pas commencer à avoir 40 000 cryptos. Donc voilà, moi je parie sur Desblocs. Ils en sont qu'au début, mais je vois un gros, pour moi, un gros pas en avant, même par rapport à Revolut. Je pense que Desblocs va encore plus loin que Revolut. Donc voilà. Moi, j'ai déjà ouvert mon compte et j'ai déjà versé mon salaire pour avoir accès au compte premium. Donc voilà, j'hésite à acheter un NFT pour avoir le compte maximum, la native, mais je verrai ça. Donc voilà, par rapport à ça, alors là j'ai supprimé quelque chose. Donc voilà, en dehors de ça, pour Binance qui a relancé ses cartes, Binance qui a sa plateforme là de launch pool, là, de lancement de crypto, là, novateur, marche du tonnerre. Et là, ils annoncent un nouveau lancement d'un projet qui va, après, vous allez avoir les airdrops et tout ça, les cadeaux, les récompenses en crypto, tout ça. Mais là, ils lancent un projet qui est très attendu, Ionet. Et là, ça, c'est un projet très, très puissant. Ionet, là, c'est encore peut-être mieux, ça peut être le plus gros projet lié à l'intelligence artificielle. Et là, ça concerne directement les GPU, voilà. Là, ça pourrait être même le futur Nvidia. Ionet, on a déjà Render Network, on a Tao Bitensor, mais là, Ionet, ça réunit le meilleur des deux, on va dire. Et là, ça va encore plus loin dans
le- les GPU qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle, tout ça. Là, on a peut-être la naissance du plus gros projet lié à l'intelligence artificielle. Ça pourrait même faire de l'ombre à Tao carrément ou à Render Network. Donc, projet à surveiller extrêmement. Et là, je pense que ça va continuer à alimenter le BNB, là, la crypto de Binance. Parce que là, c'est un énorme projet que beaucoup de gens attendent. Donc là, Binance là, se crée une énorme hype là, en lançant ça. Donc très bien pour Binance, tout comme c'était bien pour Coinbase, là très bien encore pour Binance. Ici on a Kraken, un autre exchange beaucoup moins connu, un peu voilà, un peu plus ancien, mais Kraken qui veut s'introduire en bourse. Voilà, via une IPO, tout ça. Et l'exchange de crypto chercherait à lever plus de 100 millions de dollars selon les proches du dossier. Donc voilà, Kraken qui est proche de se lancer en bourse. Bon, je sais pas si j'investirais sur Kraken. Ils ont beaucoup moins de produits que Coinbase. Coinbase est le dépositaire de tous les ETF, Bitcoin, Ethereum Spot et tout ça. Moi, je continuerai à investir sur Coinbase. Kraken, j'attends qu'il propose des choses intéressantes. Donc, c'est pas parce qu'il s'introduit en bourse que je vais me ruer sur eux. Coinbase, eux, ils proposent beaucoup de choses. Ils ont une blockchain layer 2, Base, voilà, qui a beaucoup d'attractivité. Voilà, ils ont justement le wallet, le nouveau portefeuille qui vont sortir. Il y a des choses qui se passent chez Coinbase, beaucoup de choses. Kraken, beaucoup moins. Donc, je suis pas très hypé par cette introduction en bourse, mais on verra ça. Par contre, Robinhood, c'est une action aussi en bourse. Et là, Robinhood, c'est un sérieux concurrent et à Binance et surtout à Coinbase. Et Robinhood, là, va assez offrir le luxe d'acquérir un exchange crypto. Et pas des moindres, hein, parce qu'ils ont acquis Bitstamp, qui est le plus gros exchange crypto d'Europe. Donc là, Robinhood vise à accélérer voilà, son expansion à l'international, surtout en Europe, tout ça, via Robinhood Crypto. Ils ont lancé une appli crypto en Europe. C'est dommage qu'ils n'ont pas lancé aussi le compte bourse, voilà, toute l'offre Robinhood, même courtier. Ils ont lancé en Europe, là, Robinhood, ils sont que sur la crypto. J'aimerais bien qu'ils lancent aussi la version bourse. Voilà, parce que Robinhood, à la base, c'est un courtier en bourse. Et là, voilà, ils sont en train de devenir aussi un courtier en crypto. Ils sont en train de s'expandre vers la crypto. C'est très bien, hein. Mais voilà, j'aimerais bien que leur service de courtier en bourse voilà, s'élargit même en Europe. Parce que ça, ce côté-là, ils l'ont que aux États-Unis, la version courtier pour investir sur des actions. J'espère qu'ils le mettront aussi en Europe à un moment donné. Donc voilà, Robinhood par contre, là, tous les particuliers sont plus sur Robinhood que sur Coinbase et Binance. Donc dès qu'il y a une énorme hype au niveau de la crypto, liée à la crypto, que voilà, il y a une forte hype d'achat de crypto, des choses comme ça. En général, Robinhood s'apprécie plus que Coinbase et même Binance et son BNB, tout ça. Donc Robinhood, je les surveille. Et ils sont sur ma watchlist en bourse, pour la bourse. Mais j'attends que la hype, la réelle hype là, sur les cryptos revienne. Sur les cryptos et même sur la bourse. Parce que la bourse est fragile avec les taux d'intérêt, tout ça. Et les cryptos, c'est voilà, la hype est un peu retombée. J'attends que la hype revienne et je vais à nouveau basculer et faire une réallocution sur Robinhood. Parce que voilà. Et là, ils vont encore aller plus loin sur la crypto. Là, en acquérant cet exchange européen, là, voilà, ils vont devenir réellement un réel concurrent à Coinbase et à Binance. Donc Robinhood, sérieux concurrent. Donc voilà, et là, le PDG de Robinhood dit que, et il a totalement raison, nous pensons que les crypto-monnaies vont fondamentalement réorganiser le système financier. Ce qui est totalement vrai. Donc voilà, hein, il voit large, et on sait très bien que les cryptos vont être le futur de la finance. Et donc, il anticipe. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, on en a fini. Juste, voilà, pour rappel à l'ordre, et là, Deepwhale, il le fait bien. Même les personnes là qui sont arrivées tardivement sur le marché n'ont aucune excuse. Donc, vous voyez que, certes, oui, le Bitcoin est passé de 15 000 à 70 000 rapidement, mais depuis plus d'un mois, 2 mois là, le Bitcoin range. Depuis, on va dire, le mois de mars là. Mars, avril, mai, juin, ça fait 3 mois que la crypto range. Depuis ces 3 mois, tout le monde aurait pu accumuler. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas d'excuse. Ça fait longtemps. Là, parce que là, on est sur le point de décoller pour la deuxième phase du rallye. Donc, quand ça va décoller, beaucoup vont regretter de ne pas avoir mis. Mais qu'est-ce que vous attendiez depuis les 3 derniers mois de range
en fait. Parce que beaucoup entrent dans le train où on FOMO, ont peur de, voilà, de louper la hausse une fois que ça explose. Alors qu'il faut se placer avant que ça arrive. Et là, c'est plus que jamais l'heure de se placer sur la crypto. Je rappelle que la crypto doit représenter une petite partie du portefeuille, bien que là, peut-être il faut réallouer et être plus agressif. Là, c'est l'heure d'être plus agressif et peut-être être moins en bourse et plus en crypto à l'heure actuelle, hein. Même l'immobilier, voilà, il faut peut-être mettre beaucoup plus d'allocution là sur les cryptos à l'heure actuelle parce que là, on sent que ça va péter. Mais voilà, de manière générale, il faut être placé là sur les cryptos. Altcoin, crypto, Bitcoin, Ethereum, c'est le moment parce que ça va péter et il ne faudra pas regretter après. Donc voilà, en tout cas, c'était le conseil. Donc on en a fini. Je vous laisse sur cette image. Voilà, on se retrouve pour d'autres actualités. Il faut prendre des risques. Là, c'est le moment de prendre ces risques. Moi, je vais les prendre. Moi, dès que voilà, j'ai mon salaire, je bascule tout. Il faut injecter, il faut investir. Moi, je vais prendre ces risques-là. Et soit entreprendre, lancer un business physique, en ligne, comme vous voulez. Soit investir et prendre énormément de risques. C'est par là que on passe du risque à riche, en fait. On bascule vers la richesse. C'est pas en étant là, en étant salarié, en ayant peur d'investir sur les cryptos ou des choses. Ah, je sais pas, c'est une arnaque ou pas. Est-ce que j'investis? Voilà. Comme ça, vous allez nulle part parce que votre argent là que vous laissez en banque se fait bouffer par l'inflation. Donc vous êtes toujours là en difficulté ou des choses comme ça. Là, je sais que mon public ou ceux qui me suivent là dans l'investissement, je sais que vous êtes tous investis. Bien, même certains prennent énormément de risques et sont quasiment tous en crypto. Ce qui ne, bien sûr, il ne faut pas faire normalement. Voilà, il faut être exposé à un minimum. Et si vous voulez viser des gains réels sur le temps, il faut plus être en action ou en immobilier qui monte tranquillement. Alors que la crypto, c'est la spéculation. Ça monte, ça chute d'un coup. Et là, vous êtes là, enfin voilà, le portefeuille ne s'apprécie pas réellement. Ou vous pouvez faire des gains, vous êtes content, vous recommencez, vous perdez. Donc ça, c'est risqué, vraiment. Mais je ne parle pas de ces risques extrêmes comme ça. Bien qu'il faut être exposé sur la crypto, il faut être sur les cryptos les plus solides. Et il faut avoir la patience que ça monte sur le temps. Mais en tout cas, il faut prendre ces risques-là. Il faut investir. Et voilà, c'est là cette étape qui va sur le temps. Oui, après 5, 10, surtout 15 ans, là, vous amenez à une richesse. Vous voyez, ceux qui ne veulent pas perdre de temps, qui veulent être riches ou millionnaires d'un coup, bien sûr, vous allez perdre de l'argent. Ceux qui veulent être riches dans les 2-3 ans, ça n'existe pas. Vous voyez, ça, c'est pierre par pierre, marche par marche. Ça va prendre plus de 5 ans, au minimum 5 ans, voire au-delà. Donc voilà pour les conseils. On se retrouve dans d'autres vidéos et dans la semaine. Et voilà. Donc force à nous. Bonne soirée à tous. Ou bon après-midi ou bonne journée pour ceux qui verront la vidéo dans la journée de demain. Allez, à plus.